Inquiet, oui, parce que la loi bioéthique 2021 est une loi scientiste qui avalise tout ce que la science sait faire de nouveau. L'embryon humain est toujours plus décortiqué pour nous faire entrer dans une ère encore plus artificielle. Les dispositions sont multiples. Autoconservation des gamètes pour que tous puissent procréer artificiellement s'ils le souhaitent. Création d'embryons humains sans limite pour obtenir le bébé médicament attendu. Création de copies d'embryons humains, de gamètes artificielles. Création d'embryons chimériques par lesquels les chercheurs vont pouvoir introduire les cellules souches de l'embryon humain, les cellules qui composent et qui font l'être même de l'embryon, dans l'embryon animal. Création d'embryons transgéniques qui nous font rentrer dans l'ère de l'homme génétiquement modifié et recherche sur l'embryon humain jusqu'à son 14e jour de vie. Il y a aussi l'encadrement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines qui est réduite à peau de chagrin. Les chercheurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent des cellules souches de l'embryon humain sans quasiment plus aucune formalité. La loi bioéthique 2021 acte d'une chose, la perte de conscience de ce qu'est l'embryon humain, la perte de sens de la nécessité de protéger l'espèce humaine. À partir du moment où, en 1994, qui est la date de la première loi de bioéthique, on avait accepté une nouvelle définition de l'enfant, c'est-à-dire le projet parental. On ne parle plus d'enfant, on parle de projet parental. À partir du moment où on a accepté de déléguer la réalisation de ce projet parental à des techniciens qui peuvent, à leur guise, faire, défaire, refaire, parfaire ce projet parental, à partir du moment où la notion même de parent est vidée de son sens, il n'est pas tellement étonnant d'avoir une loi comme celle de 2021 et de ce fait, on n'est pas déçu par cette loi qui est dans la lignée des lois précédentes. Maintenant, mon inquiétude, moi, se porte plutôt sur le degré de compréhension de ceux qui font de la loi de 2021 une loi de rupture. Je pense au contraire que c'est une loi de continuité. Et c'est important de ne pas se tromper parce que on ne comprend pas l'enchaînement des causes si on dit que finalement cette loi-là est simplement une dérive par rapport à un axe qui était bon. Et si vous voulez, c'est un petit peu comme les tsunamis. On peut penser que le tsunami est dû à un coup de vent, mais c'est méconnaître les mouvements tectoniques des plaques qui peuvent avoir lieu à 10 000 km et qui entraînent des conséquences incalculables et inévitables. Et je crois que si on ne comprend pas que c'est une loi, malheureusement, de la continuité depuis près de 30 ans, eh bien, on n'a pas le bon diagnostic. Et si on n'a pas le bon diagnostic, eh bien, on n'a pas de possibilité de solution ni thérapeutique. Le débat parlementaire bioéthique a duré 2 ans, mais on peut le qualifier de simulacre de débat pour 3 raisons. D'abord parce que les députés étaient soumis au temps programmé, c'est-à-dire à un temps limité de débat. 40 heures pour la première lecture, 20 heures pour la deuxième lecture, à peine 12 heures pour la troisième lecture. Si bien que les députés, beaucoup de députés, n'ont pas pu défendre leurs amendements. En cela, le débat a été amputé. Ensuite, parce que l'Assemblée nationale n'a jamais pris en compte les modifications apportées par le Sénat. Cela a acté d'une rupture démocratique, voire même anthropologique, entre les deux chambres. Il n'y a pas eu de débat entre les deux chambres. Enfin, parce que les citoyens qui ont exprimé leur avis dans le cadre des États généraux de la bioéthique n'ont pas été pris en compte. Leur avis a été considéré comme non représentatif de la société. En cela, on peut dire que la loi bioéthique 2021 est antidémocratique. Oui, alors Lucie a utilisé le terme simulacre. Il y avait bien d'autres adjectifs qu'on pouvait utiliser. La langue française est assez riche pour qualifier ce débat de bioéthique qui a été du théâtre. En fait, j'ai utilisé moi récemment le terme de Cameron bioéthique. J'ai dit que cet événement avait été un Cameron bioéthique, c'est-à-dire une bataille menée par une poignée. Quand je dis une poignée, c'est 5 parlementaires à peu près. Une poignée de parlementaires très courageux qui ont bataillé contre vents et marées, sans espoir de gagner, mais en sauvant l'honneur. Et je crois qu'on doit leur dire toute notre admiration. Quand on parle de ce débat, de cette loi qui a duré aussi longtemps, ce débat qui a duré aussi longtemps, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que signifie la loi de bioéthique. C'est curieux, une loi qui s'intéresse à l'éthique. Est-ce que la loi gouverne l'éthique? Est-ce que l'éthique n'est pas antérieure à la loi? En fait, il faut remonter à l'origine de ce que la loi bioéthique a voulu dire ou voulu faire. Elle a voulu encadrer les dérives, c'est-à-dire considérer qu'il faut transgresser, mais qu'on va mettre un cadre autour de cette transgression pour la limiter provisoirement. Et après ça, on dérive avec le cadre petit à petit. Et en fait, la loi bioéthique n'a eu pour objet et pour effet que de permettre aujourd'hui ce qui était interdit hier, que de légaliser aujourd'hui ce qui était illégal hier,
que de rendre éthique ce qui ne l'était pas. Donc la loi de bioéthique n'a jamais voulu, n'a jamais cherché à nous protéger de quoi que ce soit. Au contraire, elle nous a toujours exposés à tout. Et ce qui est interdit aujourd'hui sera permis demain. C'est ce que 30 ans d'évolution de la loi de bioéthique nous montrent, si vous voulez. Donc je crois que c'est important de se souvenir de l'origine de ce mot de bioéthique, et qui est une tromperie, et à laquelle je pense nous ne devons pas apporter nos suffrages. Il faut maintenant rentrer au-delà du débat auquel nous avons consenti, être beaucoup plus dans une culture de combat, car la loi de bioéthique n'a pas pour objet de renforcer l'éthique, mais au contraire de la démanteler. Et pourquoi? Parce qu'elle est axée uniquement sur la question du progrès, et que c'est ce qui est juste, ce qui est bon dans une loi, c'est ce qui est progressif, c'est ce qui est du progrès, indépendamment de savoir si ce progrès sera bon ou mauvais pour l'espèce humaine. Et ça, c'est absolument intenable. Le progrès n'a pas de connotation morale. Donc, je me souviens d'une parole d'un Premier ministre à qui on avait posé la question de savoir ce qu'il pensait de l'instrumentalisation de l'embryon humain dans le cadre de la recherche, qui détruit l'embryon. Il avait dit « Ne comptez pas sur moi pour m'opposer au progrès, pour arrêter le progrès ». Et je pense que tout est dit. Oui, on peut en citer deux. D'abord, le tri des embryons en éprouvette en raison de leur anomalie chromosomique a été rejeté par les parlementaires. C'est le diagnostic préimplantatoire étendu aux aneuploïdies qui a été refusé. Depuis 1994, il faut savoir que les embryons conçus en éprouvette dans le cadre d'une procréation médicalement assistée peuvent être jetés s'ils sont porteurs de la maladie génétique héréditaire des parents. Mais il est interdit de rechercher autre chose sur ces embryons, de rechercher s'ils ont une trisomie 21 par exemple, ou un génome considéré comme imparfait. Malgré un lobbying très fort des professionnels de la procréation médicalement assistée ou de la médecine génomique, et grâce à des parlementaires de tous bords, courageux, les parlementaires ont maintenu cet interdit. Ils ont dit non à la stigmatisation supplémentaire des personnes trisomiques 21. Ils ont dit non à l'établissement d'une norme génétique qui déterminerait de la naissance d'un enfant ou non. Ils ont dit non à l'eugénisme accru et silencieux dans le secret des laboratoires des personnes porteuses de trisomie 21. Le deuxième écueil évité a été le rejet de l'interruption médicale de grossesse pour cause de détresse psychosociale. Cette mention avait été intégrée en catimini en deuxième lecture à l'Assemblée nationale un 31 juillet à 2h du matin, à 1h du matin. Et cette mention aurait contribué à banaliser l'avortement tardif, l'avortement d'un enfant jusqu'à la veille de sa naissance, alors que cet avortement est déjà banalisé par d'autres dispositions du projet de loi, notamment la suppression du délai de réflexion de 7 jours avant cet avortement, ou la suppression de la consultation de l'autorité parentale pour les mineurs. Alors évidemment, dans un débat aussi long, qui a duré 2 ans, il est tentant pour certains, et même peut-être pour tout le monde, d'essayer de trouver quelques victoires d'étape. Parce que ce projet globalement est mauvais, mais on se dit on ne s'est quand même pas battu pour rien, on n'a pas débattu pour rien, et on a peut-être quelques victoires d'étape. Moi je préférerais parler pour ma part de catastrophes évitées. Tout ce qui était transgressif n'a pas été voté. Pour autant, est-ce une victoire? C'est tout à fait délicat. À mon avis, c'est un peu exagéré de le considérer comme une victoire. D'autant plus que sur les deux exemples que Lucie vient de citer, si on rentre un tout petit peu dans le détail, on s'aperçoit que la réalité ne peut pas nous inciter à considérer cela comme des victoires. S'agissant de l'avortement jusqu'à 9 mois, la raison pour laquelle les parlementaires n'ont pas voté l'avortement jusqu'à 9 mois pour raison psychosociale, c'est qu'en réalité, c'est permis, c'est déjà permis et c'est déjà pratiqué. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les parlementaires ont-ils eu à voter ces dispositions? Mais parce que ça faisait une publicité extraordinaire pour le planning familial qui voulait montrer de cette manière qu'on ne connaissait peut-être pas complètement toutes les possibilités et toutes les ressources de la loi Veil. Mais la loi Veil, depuis 45 ans, autorise l'avortement jusqu'à 9 mois pour handicap ou maladie de l'enfant ou détresse de la mère. Donc en fait, on ne peut pas dire que c'est une victoire, effectivement. On a évité cette catastrophe parce que tout simplement c'était inutile. Et puis sur le deuxième exemple, qui est une question très intéressante et très technique sur le DPIA, c'est-à-dire la recherche systématique des anomalies chromosomiques dans toute fécondation in vitro, ce qu'il faut dire aussi, et la raison pour laquelle les parlementaires n'ont pas voté, c'est qu'il y a eu une sorte d'éclat à l'Assemblée nationale de la part d'un parlementaire qui a dit
tout fort et de manière très claire et très solennelle. Oui, il faut traquer, je répète, il faut traquer les embryons porteurs d'anomalies chromosomiques. Donc ça a acheté quand même un peu un froid, parce que cette manière très brutale d'exprimer les choses, d'exprimer l'eugénisme qui existe déjà dans la société, a jeté un froid. Et donc il y a eu une sorte de mouvement de retrait, mais qui est compensé par ailleurs par une disposition dont personne n'a parlé. C'est-à-dire qu'au même moment, on a lancé, enfin l'hôpital public a lancé une recherche sur justement la possibilité de mesurer si la détection et le dépistage des anomalies chromosomiques dans chaque fécondation in vitro pouvait apporter une amélioration du taux de naissance après fécondation in vitro. Donc ils ont lancé cette recherche en la finançant d'ailleurs d'1 million, ce qui a été dit dans les travaux parlementaires. C'est une recherche qui va durer 4 ans. Donc qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? Dans 4 ans, on va arriver peu ou prou avant la prochaine loi de bioéthique. On verra le résultat de cette recherche. Si cette recherche est positive et si on montre que la recherche systématique de l'anomalie chromosomique dans les embryons in vitro permet d'améliorer le taux de naissance après les PMA, eh bien évidemment ce sera voté. Mais ça veut dire par là que peut-être que c'est une victoire d'étape, là je le concède, effectivement, parce que c'était une requête qui est très ancienne, ça a plus de 10 ans. Et ceux qui font la PMA recherchent ça depuis plus de 10 ans. Ça va revenir, voilà. Donc il fallait le faire, bien sûr, mais c'est une catastrophe évitée. Si la loi bioéthique 2021 est votée, rien n'est fini. D'abord parce que la campagne présidentielle va être l'occasion de faire ressurgir le débat sur l'euthanasie. Ensuite, parce qu'on l'a vu en parallèle de la loi bioéthique, les propositions de loi sur l'avortement ne sont jamais très loin. Et puis, tous ces enjeux qui sont présents dans la loi bioéthique 2021 vont donner lieu à des décrets d'application. La Fondation Jérôme Lejeune reste donc mobilisée pour expliquer les enjeux bioéthiques de cette loi. Après la loi de bioéthique de 2021, les choses ne sont plus comme avant. C'est-à-dire qu'on a déjà l'exemple de ces 4 lois de bioéthique qui s'enchaînent, avec 2 lois de bioéthique intermédiaires qui ne portent pas le nom de bioéthique, mais qui portent des réformes sociétales très graves. Et je pense qu'il faut noter 2 choses. C'est que d'une part, les lois de bioéthique ont montré, les lois de bioéthique, pas la bioéthique, mais les lois de bioéthique ont montré qu'elles n'étaient pas au service du bien commun, ni au service de l'intérêt général. Les lois de bioéthique sont au service d'intérêts idéologiques et lucratifs, car derrière, il y a beaucoup d'argent à faire sur le développement des techniques liées à la procréation, au dépistage, au diagnostic. Donc je crois qu'il faut arrêter de faire confiance aveuglément aux lois de bioéthique et aux prétendus débats qui les entourent, car leur finalité est toujours la même, elle est toujours connue. Il s'agit de faire progresser systématiquement un certain nombre de techniques. Et puis la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, et je crois que c'est la plus importante, c'est qu'il faut essayer de sortir de l'univers de l'industrie procréatique. On a beaucoup insisté, et ça a été la mesure phare, sur la PMA pour toutes. Mais ce qui est grave dans la PMA pour toutes, je le dis de manière très solennelle, c'est la PMA. Le pour toutes, c'est une circonstance aggravante. Mais c'est la PMA qui permet la recherche sur l'embryon, qui va permettre les chimères, qui va permettre l'embryon intraparent, qui va permettre les autres dérives, l'enfant médicament, etc. Donc en fait, si on reste dans cette logique de l'industrie procréatique, on ne sortira jamais des débats de bioéthique qui sont déjà verrouillés à l'avance. Donc je crois que c'est vraiment une conscience qu'il faut prendre. La procréation médicalement assistée est la matrice de toutes les transgressions, et les lois de bioéthique sont une machine à transgresser. Enfin, je termine en disant que, bien sûr, de notre part, ce n'est absolument pas une récusation ni de la recherche, bien sûr, ni de la technique. Moi, je suis favorable à toutes les techniques, toutes, sans exception, à condition simplement qu'elles restent au service de la personne humaine, qu'elles respectent l'être humain de la conception à la mort, et qu'elles respectent aussi la dignité de la procréation humaine. Sinon, carte blanche à la recherche.